Alors, Gérard, je voudrais revenir avec vous sur le 8 avril. Vous aviez attiré notre attention sur, d'une part, la Pâque orthodoxe et puis le défilé du 9 mai. Donc, je voudrais qu'on revienne sur ce discours du 9 mai de Poutine et donc votre analyse, puisque vous n'hésitez pas à évoquer des fissures inévitables dans l'appareil russe. Écoutez, effectivement, je crois que la situation du 9 mai a été, pour beaucoup d'observateurs, tout à fait étonnante. D'abord, le défilé était moins large que prévu. Il n'y a pas eu le défilé aérien. Et la parole du président Poutine a été très brève, 10 minutes seulement, et donc orientée plutôt vers ceux qui ont laissé leur vie en Ukraine que sur une vision pour le futur. Donc, un 9 mai, à bien des égards, par rapport à la situation ukrainienne, triste, puisqu'il n'y a pas eu soit, disons, de proposition d'arrêt, de cessez-le-feu de la part de la Russie, et il n'y a pas de perspective. Donc voilà, on est dans une situation très 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 grise, et grise aussi du point de vue de l'armée russe, n'est-ce pas? Le chef d'état-major de l'armée russe, le célèbre général Gerasimov, le concepteur, l'inventeur de la guerre hybride, cette guerre grise qui a lieu sans dire son nom, eh bien, n'était pas présent dans la tribune. Certainement, il est l'architecte ou un des co-architecte de ce plan d'invasion de l'Ukraine, qui n'a pas donné bien sûr les résultats escomptés. Donc on est tous restés sur notre faim, et je pense que ça a traduit un malaise dans l'armée russe, malaise lié à un très mauvais plan d'attaque, puisque 150 000, 180 000 hommes qui ont été dispersés sur un front créé par la Russie de plus de 1000 kilomètres, n'est-ce pas, du nord de Kiev jusqu'au faubourg ou presque d'Odessa. Donc très compliqué à ravitailler, et quand vous dispersez vos forces, eh bien vous n'avez bien sûr aucune force de pénétration. Donc un mauvais plan, des résultats pas très positifs, à part Mariupol, mais c'est fait vraiment beaucoup de dégâts pour l'extension et la conquête de cette partie du territoire ukrainien. Donc un sentiment certainement d'inachevé et d'incomplétude de la part de l'armée russe, avec des pertes énormes. On est au-delà des 15 000 morts, n'est-ce pas? Donc 15 000 morts, ça veut dire au moins 30 000 blessés. Donc on arrive à pas loin de 50 000 hommes qui sont morts ou blessés dans cette opération, et des pertes assez colossales en matériel. Donc une fissure dans l'armée, parce que peu d'officiers supérieurs, au nom du secret de l'opération, ont été mis dans la confidence. Oui, et donc cela veut dire que ceux qui n'y ont pas participé, eh bien, ont été très vexés, n'est-ce pas? Deuxièmement, comme les résultats sont mauvais, la vexation est encore plus importante. Et troisièmement, comme le moral et l'image de l'armée russe est atteinte, donc il y a certainement une très grande fissure qui s'est créée entre le pouvoir politique et les militaires autour de Vladimir Poutine et le reste de l'armée. Mais le reste de l'armée, c'est plus de 5000 officiers supérieurs, n'est-ce pas? Donc il y a certainement une fissure à laquelle s'ajoute la mauvaise gestion aussi de la dissuasion nucléaire, beaucoup de menaces nucléaires qui n'avaient rien à voir avec les réalités sur le terrain. Donc voilà, on est dans une situation pour l'armée russe, pour la doctrine militaire russe, qui est très négative. Oui, vous attribuez cette défaite par rapport à ce secret qui a été tenu et que toute l'armée n'a pas été, dont l'armée n'a pas été avertie. Et voilà, il n'y a pas de motivation. Si vous voulez, pour gagner une guerre, il faut effectivement que vos troupes, du général jusqu'au soldat le plus humble, soient motivées pour y laisser éventuellement sa vie. Et donc là, il n'y avait aucune motivation, puisque l'Ukraine n'avait pas attaqué
attaquer la Russie et personne ne comprenait ou n'a compris le geste militaire de la Russie par rapport à l'Ukraine et donc pas plus l'armée russe. Il y a des anecdotes qui circulent. Un convoi donc logistique russe est rentré en Ukraine sur les ordres bien sûr du commandement et un des chauffeurs au bout de quelques heures a dit mais commandant, nous sommes en Ukraine, il faut faire demi-tour. Donc voilà, même les soldats de base n'étaient absolument pas informés de l'enjeu et de ce qui se préparait et ce à quoi ils participaient au risque de leur vie. Donc c'est une impréparation politique, impréparation militaire. Gérard, vous avez dit que Poutine n'a pas évoqué dans son discours une proposition de cessez-le-feu, mais pas plus qu'il n'a fait une déclaration de guerre qui pourrait permettre de mobiliser les civils. Donc, on est dans le gris, n'est-ce pas? La seule chose qui, enfin pas la seule chose, mais une chose importante qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est des contacts directs entre le ministre de la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, et donc le ministre de la Défense, Shoigu, de Russie, qui a duré quand même 1h15. Donc en 1h15, on se dit beaucoup de choses, et le seul écho que l'on a, c'est une demande de cessez-le-feu de la part des États-Unis et dire nous maintiendrons ouvert deuxièmement ce canal de communication. Donc ça c'est une grande sécurité pour éviter effectivement une potentielle escalade ultérieure à laquelle je ne crois pas mais qui peut toujours, on ne sait jamais, survenir. Les probabilités, si elles sont faibles, ne sont pas de niveau zéro. Et donc le fait qu'il y ait un point, je dirais, une position de force des États-Unis en disant voilà, nous voulons cesser le feu et donc il y a 40 milliards de dollars qui viennent encore d'être attribués au programme global d'aide à l'Ukraine. Donc il y a une position assez forte des États-Unis sur cette situation-là. Que dire justement de la tribune de Henri Guénaud à propos de la surenchère guerrière? Mais qui est Henri Guénaud, n'est-ce pas? Donc, pardonnez cet humour, mais donc il est diplômé de Sciences Po, section des affaires publiques. Bon, donc ce n'est pas un spécialiste de la géopolitique et de l'histoire, en tout cas pas de cette région-là. Et donc il y a toujours deux attitudes possibles vis-à-vis de la force. Et les Russes savent manier la force. Donc, ou bien on accepte la force, ou bien on montre soi-même sa force. Donc le fait de dire il ne faut pas froisser la Russie, eh bien ça veut dire qu'on accepte la force et donc là vous devenez subisseur. Et donc la véritable, je dirais, façon de résister à la Russie, c'est de montrer soi-même ses muscles sans vouloir en faire usage, mais dire voilà, il y a des limites et il ne faut pas les franchir. Vous avez franchi une limite en traversant les frontières de l'Ukraine sur des centaines de kilomètres et il y a des dizaines de milliers de morts. Bien, il y a un prix à payer pour cela et globalement, les objectifs atteints par Vladimir Poutine sont à l'opposé de son souhait, n'est-ce pas? Il ne voulait pas une Ukraine dans l'Union européenne, or elle en fait âprement la demande, et je pense que ce sera exaucé, même s'il y a des formes tout autour de cela. Il ne voulait pas d'extension de l'OTAN, or, comme nous le savons, la Finlande et la Suède vont rentrer dans l'OTAN. Donc voilà, il voulait affaiblir l'Europe, c'était la grande ligne stratégique de la politique étrangère russe. Or, jamais l'Union européenne a été aussi réunie. Et la même chose pour l'OTAN, il voulait diviser les membres de l'OTAN, les séparer des États-Unis. Or, jamais, effectivement, depuis la création, l'Union a été aussi forte au sein de l'alliance défensive qu'est l'OTAN. Donc, je pense qu'en conclusion de ça, il y aura un prix politique à payer au Kremlin. C'est une accumulation d'erreurs et bien sûr, je ne mentionne pas les
d'incontournables conséquences, inévitables conséquences économiques pour la Russie dans le court moyen terme. Ses matières premières sont sa richesse. Le pétrole et le gaz sont des matières premières qui étaient appelées à être de moins en moins utilisées à cause effectivement de la gestion du climat. Et maintenant, cette guerre va accélérer l'abandon du gaz et du pétrole russe. Donc, ça va être une accélération du déclin économique de la Russie. Le président des États-Unis a été très clair. En 2020, la Russie était la 11e puissance économique mondiale en termes de PIB. C'est assez étonnant et on pourrait croire que c'était un classement beaucoup plus élevé. Non. La Russie, malgré ses richesses, n'est que la 11e puissance économique du monde. Et après les décisions qui ont été prises, les États-Unis ont dit 2023-2024, la Russie sera au-delà du 20e rang, n'est-ce pas? Donc, et ils sont pas mauvais, les États-Unis, dans prévision économique en général sur le plan macroéconomique. Donc il y a un prix à payer de cette erreur politique et militaire et géostratégique que Vladimir Poutine, pas la Russie, mais que Vladimir Poutine voie sur laquelle il a engagé son pays. On se projette dans un temps long pour ce conflit. À qui va profiter le temps ? Le temps va profiter au camp des vainqueurs. Alors je pense que le camp des vainqueurs, c'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est, qu'on le veuille ou non, l'Ukraine. Si vous étudiez effectivement, Jacqueline, dans le temps long, l'histoire de l'Ukraine, vous verrez que c'est un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle d'un point de vue de superficie territoriale. Donc là, s'il y a des territoires qui lui sont enlevés, de gré ou de force, eh bien dans le temps long, il n'est pas impossible qu'il puisse les retrouver par affaiblissement de Moscou, car on se dirige vers un affaiblissement de Moscou dans le temps long. C'est les perspectives que l'on peut esquisser, et donc ce sera une situation difficile pour la Russie dans les années à venir à cause de l'économie, à cause du poids que cette guerre a entraîné vis-à-vis de la Russie dans le monde entier. Donc le regard se détourne des dirigeants russes. Et troisièmement, vous avez ce rétrécissement de la population russe année après année. La Russie va repasser sous les 140 millions d'habitants à la fin de cette décennie. Donc il y a déjà plus de Français et d'Allemands réunis qu'il n'y a de Russes, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a eu 300 millions de Soviétiques, mais il n'y a plus que 140 millions de Russes à la fin de cette décennie où il n'y aura plus. Donc vous voyez ce déclin géographique qui est aussi donc un axe important, surtout quand il s'accompagne d'un affaiblissement de la puissance économique, moins d'importance pour le gaz et le pétrole. Merci Gérard. Une dernière question que un de nos auditeurs attentifs et fidèles m'a demandé de vous poser. Je vous en prie. Est-ce que la Russie a intérêt et Poutine à se rapprocher de la Chine? Écoutez, d'un point de vue géopolitique, n'oublions pas que le grand rival de la Russie, c'est la Chine, n'est-ce pas? La grande forme de discorde, ça sera autour des vastes territoires vides de la Russie en extrême Asie, donc la fameuse Sibérie. Et la Chine continue à grignoter en termes de population qui se diffuse en Sibérie. C'est la grande faiblesse de la Russie, c'est la grandeur de son territoire, 17 millions de kilomètres
km² pour 140 millions d'habitants. Voyez-vous, oui. La nature géopolitique a horreur du vide. Ces terrains ne sont pas habités. Donc, c'est ça la grande frayeur pour la Russie. N'oublions pas que 60% de la population russe, 60% de la population russe habite à moins de 2000 km de la frontière ukrainienne. Donc voilà, l'histoire et la géographie humaine de la Russie est à l'ouest et il n'y a pas d'autre chemin pour elle. Merci infiniment Gérard, merci d'avoir pris du temps sur vos vacances pour nous apporter toutes ces précisions. C'est un plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon séjour et puis à très bientôt. Merci Jacqueline. Merci. Et salutations à vos invités. Au revoir. Merci, ce sera fait. Au revoir Gérard.